Hello et bienvenue dans le podcast Happy Hormones, le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton corps, ton cycle, apaiser tes symptômes et qui t'aide à te reconnecter à ta cyclicité. Alors aujourd'hui, j'accueille Laura qui est énergéticienne et spécialisée dans l'accompagnement des femmes, notamment autour du SOPK et de l'endométriose. On va explorer ensemble comment nos émotions, notre rapport au corps, notre équilibre aussi entre énergie féminine et masculine, notre histoire, notre vécu émotionnel peuvent impacter profondément notre corps aujourd'hui et du coup nos symptômes. Et surtout, on va parler de comment revenir à soi, revenir à son intuition et comment s'accorder plus de douceur au quotidien. Si vous avez aimé cet épisode, vraiment n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à partager un commentaire, à le partager autour de vous aussi pour le rendre plus visible aux femmes qui en ont également besoin. Ça compte beaucoup. Encore merci à celles qui l'ont déjà fait. Je vous laisse avec la suite de l'épisode et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laura. Bonjour Jérémy. Bienvenue dans l'épisode. Je suis super contente que tu aies accepté l'invitation. Ça va nous permettre d'explorer un nouvel outil pour les femmes qui nous accompagnent. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Oui, merci déjà de m'avoir proposé de participer à ce podcast. C'est un vrai plaisir. Du coup, moi, je m'appelle Laura. Je suis énergéticienne spécialisée dans l'accompagnement des femmes autour du féminin et des problématiques gynécologiques. Et moi, je me suis vraiment spécialisée autour de l'aspect émotionnel dans l'énergétique. J'étais très curieuse du coup de savoir si ta spécialisation du coup dans les troubles féminins partait en fait d'une problématique personnelle. Tu sais, on est vraiment nombreuses à être thérapeutes et finalement tout part d'une expérience personnelle. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi ? Est-ce que tu as envie d'en parler ? Ouais, complètement. C'est que ce soit et le pôle énergétique et la spécialisation des femmes, c'est dans tous les cas un parcours personnel. L'énergétique parce que depuis que je suis enfant, je suis attirée par la lune, et etc. Et que j'ai dû faire un travail sur moi à un moment donné dans ma vie. Et je me suis servi de l'énergétique pour ça. Et je me suis dit, mais purée, mais c'est génial. Et effectivement, sur les problématiques gynécologiques, j'ai été malheureusement atteinte d'une endométriose qui a été opérée en 2022. Donc, c'est une grosse endométriose sévère profonde. Enfin, il s'est passé moins d'1 an entre le diagnostic et l'opération, c'est pour dire. Et là, en 2024, j'ai été diagnostiquée d'un SOPK. Donc voilà, l'un avec l'autre. Tu as le double diagnostic, est-ce que ça va mieux aujourd'hui ? Est-ce que l'énergétique t'a aidé ? Ouais, l'énergétique a vraiment aidé. Alors, moi, je rappelle toujours que l'énergétique, c'est pas un outil magique et c'est pas parce que tu fais 3 séances de soins énergétiques que tu as plus de symptômes, que ta vie devient révolutionnaire. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de pouvoir comprendre les symptômes et accepter au niveau émotionnel la pathologie. Moi, malheureusement, je connaissais pas encore l'énergétique quand j'ai eu mon endométriose. Donc, j'ai vraiment été accompagnée uniquement dans la sphère médicale. Mais après, du coup, avec mon regard, je me suis dit, OK, maintenant que je suis dans l'énergétique, que je comprends les émotions, comment j'en suis arrivée à avoir cette endométriose, entre guillemets. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai aussi ce SOPK qui s'est déclenché. Et effectivement, de comprendre les émotions, comprendre les facteurs, etc., ça aide pour les symptômes. Aujourd'hui, je suis toujours en cours d'amélioration de mes symptômes au niveau du SOPK. Mais encore une fois, ça dépend de plein de choses. J'ai déménagé à La Réunion au mois de juillet 2025, donc forcément, ça remet un peu tout à zéro parce qu'il faut reprendre de nouveaux repères. Et là, du coup, l'émotionnel, il prend un peu une claque dans tous les cas et il faut recommencer. Donc, c'est toujours un parcours qui est quand même, dans tous les cas, de longue haleine. Mais il y a des améliorations qui sont nettes, ça c'est sûr et certain. Trop chouette. Mais c'est sûr que c'est impressionnant en fait à quel point à partir du moment où on a la base, on a le terrain inflammatoire du SOPK et ou de l'endométriose, il y a tellement, on est hyper sensible à chacun des changements et on a beau avoir une bonne alimentation, faire du sport, etc., avoir une bonne hygiène de vie. Moi, je continue à être scotchée en fait à quel point l'émotionnel joue un rôle tout aussi important. Complètement. Ouais. Complètement. Comme tu dis, tu peux avoir une alimentation irréprochable, anti-inflammatoire, faire toutes tes séances de sport, tes 10 000 pas par jour.
Le jour où tu as un pet émotionnel parce que tu rentres en burn-out professionnel, par exemple, ou quand tu changes de vie, quand tu as une rupture, quand tu as une annonce que, voilà, peu importe ce qui se passe au niveau émotionnel, et ben c'est là où ça va créer de l'inflammation aussi, puisque on sollicite le cortisol et le stress, et là, c'est fichu. C'est comme si tu n'avais rien fait, en fait, quasiment. Carrément, carrément. Il y a des profils de femmes. Du coup, toi, tu accompagnes les femmes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tu accompagnes? Oui, alors en fait, moi j'accompagne spécifiquement les femmes. Quand j'ai commencé ma pratique, j'étais et homme et femme, mais j'ai fait le choix de me spécialiser auprès des femmes. Donc moi, les soins énergétiques, c'est un temps d'échange que j'ai avec chaque femme, euh, qui est plus ou moins long, en fonction de ce qu'on a envie de dire, de ce qu'on a envie d'apporter dans une séance ou pas. C'est vraiment une parole libre. Et après, moi, en énergétique, je viens travailler les aspects qu'on a évoqués et les aspects éventuellement que je peux ressentir en plus qui ont besoin d'être libérés. Alors, quand je dis des choses qu'on n'a pas évoquées, c'est plutôt vraiment au niveau blocage énergétique dans le corps à proprement parler. Je vais pas aller travailler une émotion dont on m'a pas dit oui, tu peux y aller. Il faut toujours l'accord et le consentement de la personne. Ouais, ouais. Toujours. Et puis ensuite, on fait un petit point de débrief en fin de séance. Le soin, il dure 30, 45 minutes à 1 heure en fonction de ce qu'il y a à travailler. On fait le débrief en fin de séance et moi, je veux créer une feuille de route avec des conseils, que ce soit énergétique, un peu de développement perso, un petit peu de rituel, d'habitude à prendre en fonction du soin et de ce qu'on a travaillé. Donc, comme ça, la personne peut continuer à travailler entre chaque séance ou voilà, avoir fait un petit peu sa petite feuille de route quoi, pour à continuer à avancer. Ouais, donc la personne repart avec des exercices à faire et des Oui. points d'introspection. C'est quoi les profils de femmes que tu retrouves le plus souvent? Parce que c'est vrai que avec l'endométriose et le SOPK, moi je fais beaucoup le parallèle avec tu sais, le profil de femmes fortes qui sont complètement déconnectées à leur féminité, qui prennent tout sur elles, qui ont vraiment du mal à s'apporter de la douceur finalement. Moi, j'aime beaucoup faire le parallèle avec l'enfance et le fait d'avoir vécu en fait dès l'enfance à avoir appris à être une femme forte et à devoir porter énormément de choses et de charges mentales sur les épaules. Est-ce que tu confirmes? Ouais, je confirmé, on est sur beaucoup de femmes où quand elles arrivent ou quand je les reçois, que ce soit en présentiel ou même à distance, je ressens une énergie masculine. Tu sais, genre l'énergie de la personne qui a du mal à déposer les armes, qui a besoin de contrôler, qui a besoin, tu vois, elle arrive, elle est pile à l'heure. On est vraiment dans des schémas très masculins. Et c'est là, je me dis, je peux te dire une personne qui rentre dans mon cabinet, ok, elle a un SOPK. Parce qu'elle est déjà dans ses énergies masculines. Donc, s'il n'est pas diagnostiqué, il y a un terrain, en tout cas. Donc, ouais, effectivement, je reçois beaucoup de femmes qui sont dans des énergies où à la maison, c'est elle qui gère tout, où il y a énormément de charge mentale, que au travail, il faut charbonner, il faut voilà. Et c'est pas du tout des femmes qui sont dans leur féminité. Alors, quand je parle de féminité, je parle pas d'aller se faire les ongles, je parle pas de se maquiller ou quoi que ce soit, parce que j'ai des femmes qui sont très féminines. Ici, en plus, à La Réunion, on a vraiment des femmes qui aiment beaucoup prendre soin d'elles, mais c'est dans les énergies. C'est des femmes qui n'ont plus d'intuition, c'est des femmes qui sont plus du tout créatives, qui me disent, moi là, demain, on me demande de faire un dessin, je sais même pas quoi dessiner. Et voilà, c'est vraiment ces femmes-là qui ressortent le plus dans mon profil de clientèle, des femmes qui ont besoin de lâcher un petit peu leurs émotions et puis aussi à qui on a dit non, tu dois pas être très émotive, tu peux pas être sensible, tu peux pas tout ce qu'on est nous en tant que femme en fait, tout simplement. C'est cool que tu le rappelles aussi qu'une femme qui se reconnecte à sa féminité, ça ne veut pas forcément dire se maquiller, se faire les ongles, etc. Mais c'est pas facile, mine de rien. C'est difficile de se reconnecter justement à plus de douceur quand il y a plein de choses à déconstruire. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup une personne qui
travaille à des horaires impossibles, qui doit mener une vie de famille, qui a un conjoint qui n'aide pas forcément dans les aides dans le foyer, qui a des enfants, parce que ça, c'est des profils très fréquents. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais les premières choses à partager? C'est particulier parce que, en fait, tu as un peu deux profils de femmes. Tu as le profil de femme qui est overbooké, etc., mais qui trouve quand même le temps dans sa journée pour pouvoir prendre soin d'elle, mais qui ne le prend pas, ce temps. Elle sait qu'elle l'a, mais on préfère rester à scroller sur TikTok ou sur Instagram. Voilà. Ça, tu as ce profil-là. Et tu as l'autre profil de femmes qui, effectivement, ont un mec qui ne gère absolument rien à la maison, qui ont des enfants, donc il faut avoir une deuxième journée après sa journée de travail, voire même avant, et du coup, qui n'arrivent pas à trouver ses temps. Sauf que on a, entre guillemets, toujours le temps, même si j'aime pas trop avoir cette un petit peu idée-là, on a toujours le temps. Par exemple, je sais que moi, quand j'ai des journées qui sont très chargées, mon temps à moi, c'est quand je me lave les dents. On a tous, du coup, 3 minutes dans notre journée où on se lave les dents, normalement 6. Mais du coup, c'est un temps où pas de téléphone. Et on prend le temps de faire une introspection, de se dire, OK, là, je ressens comment mes émotions. Prends le temps de ralentir, de quand on fait notre skincare, on n'y va pas à fond, on prend peut-être 30 secondes de plus. Mais c'est ça qui va faire toute la différence. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est déjà d'en prendre conscience. Parce que le nombre de femmes qui n'ont pas conscience qu'elles sont dans ces schémas d'énergie masculine, il faut toujours faire avant d'être, il y en a, mais beaucoup trop. Et donc déjà d'avoir ce switch mental de se dire, OK, je rentre dans mes énergies féminines parce que au lieu de faire, je suis. Déjà, tu as fait un pas énorme. Ça fait en effet une énorme différence. Et rien que le fait, je pense que se reconcentrer aussi sur le moment présent. C'est vrai qu'il y a tellement de moments en fait où on se projette déjà dans ce qu'il faut encore faire, ou que on en parlait encore hier en séance individuelle, au fait que le corps il envoie tout plein d'émotions, mais on n'est tellement pas éduqué, ou on ne sait pas quoi en faire, qu'en fait le cerveau va tout faire pour éviter de se, de se concentrer sur qu'est-ce que je ressens aujourd'hui. C'est-à-dire que, ouais, par exemple, simplement la petite balade du jour, au lieu de simplement faire une balade dans le ressenti de comment je me sens, dans le ressenti de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, est-ce qu'il fait beau, non, en fait, on va associer en fait la balade du jour avec un podcast, avec le fait de répondre à des vocaux. Moi aussi, je le fais. Hein. Je suis pas. Oui. Moi aussi, j'ai mes moments. Mais le fait même de mettre la bouilloire à chauffer et puis de devoir en fait faire quelque chose à côté au lieu d'attendre simplement la minute et de prendre le temps de respirer correctement, de prendre le temps de se poser la question. OK, là, j'ai 1 minute devant moi. Comment je me sens? Exactement. Et c'est impressionnant à quel point le cerveau, il essaye de prendre n'importe quel chemin d'éviction pour essayer de faire autre chose que de se reconcentrer sur juste le moment présent. C'est affolant. Ouais. Et surtout, on a développé une peur du vide, c'est-à-dire la peur du moment où il ne se passe rien. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de podcast, il n'y a pas de vidéo YouTube, il n'y a pas de télé, il y a rien. Et quand moi je dis, par exemple, il faut prendre le temps de méditer. Et on me dit, mais moi, je ne sais pas faire le vide dans le cerveau. Et méditer, c'est pas faire le vide dans le cerveau. C'est écouter ce que le cerveau a à dire et lui dire, OK, j'entends, mais c'est pas maintenant. Et ça, c'est le plus important. Et toutes les femmes que je reçois me disent, ah ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle, mais le vide n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, mais on arrive à le créer. Sauf que, comme on est, comme tu disais, dans une société où il faut toujours tout faire, il faut penser à, tiens, il faut que je fasse les courses, mince, j'ai pas mis ça sur la liste, ah purée, j'ai oublié la machine. On prend 30 secondes même, rien que ça, pour se dire, OK, là, je me sens comment, je reviens à mon corps.
Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que quelle est mon émotion? Et là, on a une émotion là, maintenant, tout de suite. Et tout ça, on ne sait plus le faire. Et sans forcément passer par la méditation, je pense que rien que le fait d'être dans le moment présent en soi, c'est une forme de méditation. On peut tout à fait je sais pas, faire la vaisselle et le faire de façon tranquille sans être hyper pressé et à vouloir à tout prix passer à autre chose. On peut faire à manger en prenant le plaisir en fait de préparer ces petits plats et de vraiment prendre le plaisir de faire ça. Il y a plein de moments en fait qui sont une forme de méditation. Et ouais, à partir du moment où on se reconnecte à ça et qu'on prend conscience que non, on n'est pas obligé de se poser pour faire de la méditation. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur aussi. Mais complètement, la méditation, c'est pas rester assis en tailleur pendant 3 heures et écouter les mouches voler. C'est pas ça, méditer. Méditer, c'est, comme tu dis, revenir à la pleine conscience de son corps, pleine conscience de son mental. Moi, je fais ma méditation quand je fais ma vaisselle. Hein. Ouais. Au lieu de penser à me dire, ok, bah là, je vais manger quoi ce soir, etc. Juste dire, on fait le vide. On prend le temps de faire la vaisselle. Pareil, c'est pas grave si ça me prend 20 minutes pour le faire. On prend le temps, on apprend à ralentir un petit peu. Et si on se laisse porter dans ces moments-là, à justement essayer de pas anticiper les courses, le quotidien en fait. Quand on peut, évidemment, parce que on parlait tout à l'heure des femmes qui ont des enfants. Donc c'est sûr que quand tu as un enfant dans les pattes qui te sollicite sans arrêt, c'est difficile d'avoir ces moments-là de coupure. Donc il faut prendre tous les petits moments qu'on peut avoir. Comme je te disais, on se lave les dents. C'est bête, hein, on va aux toilettes. C'est des moments où, mine de rien, normalement, les enfants sont pas trop avec nous. C'est d'arriver à attraper ces micro-moments. Si c'est dans la voiture 3 minutes avant d'aller au travail. Voilà. C'est tous ces micro-moments qu'on a dans notre quotidien, mine de rien. On en a normalement un par jour au moins. Ouais. Ou simplement, bon là, c'est l'hiver, c'est un peu compliqué, mais simplement aller dehors quand il y a un petit micro-rayon de soleil, et aller dehors et juste simplement fermer les yeux et ressentir ce que ça fait d'avoir ce petit rayon de soleil sur la tête et de vraiment profiter en fait de ce petit moment rien qu'à soi. Et rien que ça, même si ça dure 1 minute, c'est vrai que c'est impressionnant à quel point ça ressource. Ah oui, j'avais envie de parler du scan corporel, moi que j'adore. Ouais. Quand on fait quelques séances de scan corporel, qui est finalement une sorte de méditation, mais dans laquelle on se concentre vraiment sur nos ressentis. On fait le scan de la tête aux pieds. Et je trouve qu'à partir du moment où on fait ça de temps en temps, on le fait 2-3 fois et c'est quelque chose qui s'imprègne, mine de rien, dans la conscience. Sans forcément mettre une séance de scan corporel, on peut en fait, on comprend mieux le processus de sur quoi est-ce que je dois me recentrer pour savoir sur quel ressenti en fait je dois faire attention. Et en fait, c'est vrai que moi je me surprends en plein milieu de la journée sans forcément avoir une séance de scan corporel à me dire ouh là là, mes épaules elles sont quand même bien remontées. Ouh là là, c'est vrai que faudrait peut-être que, enfin, tu vois, tout est un peu coincé et c'est vrai que ça aide beaucoup à conscientiser comment on se sent dans notre corps à un moment T. Et le culture du vide, c'est cool que tu en parles parce que c'est pareil. Je pense que c'est quelque chose qui est très problématique aujourd'hui. Je dis la culture du vide, mais pas du tout. C'est la culture du non-vide, du coup. Le fait d'avoir des stimuli tout le temps. C'est ça. On n'est plus habitué en fait à se concentrer sur le moment présent et avoir entre guillemets rien à faire. C'est ça. Moi-même, moi je rebondis juste dessus parce que je me dis, tu vois, même quand les moments de repas où tu es là, tu manges, même quand tu es seule, et on a toujours la tendance à vouloir mettre la télé, regarder des trucs, avoir notre téléphone juste dans la main et juste prendre le temps
de manger en pleine conscience, de bien mâcher nos aliments, déjà, c'est un impact sur le corps qui est, voilà, qui est phénoménal. Et le contexte après de mental qu'on a, de mieux apprécier les aliments, alors voilà, encore une fois, de revenir à soi, revenir au corps et de savoir aussi comment tu digères tel aliment. Derrière, ça change tout. Dans son approche d'alimentation, on se dit, ok, bon, bah là, j'ai mangé telle chose et du coup, après, je me sens un peu ballonnée. Ok, bon, bah maintenant, je vais décomposer mon repas, essayer de trouver la source du ballonnement. Et puis, à d'autres moments où tu vas manger et tu vas dire, purée, là, je me sens super bien, je suis pas ballonnée, trop cool. Mais juste d'avoir conscience de ça. Mm. Et de manger, ouais, d'avoir conscience de tous les sens. C'est-à-dire, mettez-vous devant votre assiette et regardez, en fait, est-ce que les couleurs me donnent envie? Est-ce que les saveurs me donnent envie? Est-ce que bah, faut rajouter un petit peu d'assaisonnement? Est-ce que je remplis le plaisir des yeux, le plaisir du cœur, le plaisir le besoin de mes cellules? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que je prends plaisir à manger à manger ce qu'il y a dans mon assiette? Et pas hésiter à se faire des petits dates avec soi-même. Parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de prendre soin des autres. Et là, on revient aussi à la problématique de s'oublier. Que, bah, why not mettre sa plus belle vaisselle quand on mange seul, quoi. Mais complètement. Et les dates seules, mais c'est tellement... moi, ça m'a mis beaucoup d'années. Ouais. Et ce qui m'a déclenché le fait d'être OK avec ça, de me faire des dates solo, c'est quand je suis partie toute seule à Londres en 2023. Je suis partie à Noël toute seule. Et du coup, ben, forcément, tu es obligée de faire des dates avec toi-même. Tu vas toute seule au resto, tu es avec toi-même. Et là, tu apprends sur toi, tu apprends sur ce que tu aimes encore plus. Mais c'est Et très c'est fou, ce inconfortable. remous. C'est horrible. Le premier jour, il est horrible. Et tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, purée, est-ce qu'on n'est pas en train de me juger? Et quand tu te rends compte qu'en fait, les gens autour de toi, ils n'ont absolument rien à faire. C'est ça. Et ben ça devient absolument génial. Moi, ici, on me dit souvent, ah, tu fais des choses toute seule à la réunion parce que ben, du coup, mon chéri est pas forcément toujours là. Ben oui, je vais pas attendre qu'il soit là pour qu'on soit en date. Si j'ai envie d'aller manger au resto que je peux me permettre, et ben j'y vais. Mm. Pas de problème. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on saute le pas, ça fait un bien fou. Et comme tu dis, en fait, les gens, le dialogue qu'on se fait, mais c'est de la projection de choses qui n'existent même pas, en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Tu as parlé d'énergie féminine et masculine, mais je me rends compte qu'on n'a pas vraiment défini ce que c'était. Est-ce que tu pourrais partager à quoi on associe les énergies féminines et masculines? Parce que c'est vrai que c'est pas non plus lié au genre de la personne. Oui. En fait, les énergies féminines et masculines, on fait la différence. C'est souvent, on dit en médecine chinoise traditionnelle, c'est le yin et le yang. Les énergies masculines, c'est tout ce qui va concerner l'action, le fait de rentrer en action. Donc, c'est le contrôle, c'est le côté sécuritaire, c'est le côté... c'est un peu cliché, mais l'homme un peu rustique au fond de sa campagne, qui a besoin de gérer les finances, qui a besoin d'avoir le contrôle, ça, c'est des énergies masculines. Leader Les aussi. énergies Est-ce que féminines, c'est une énergie dont caractérise le leader, le charisme, vraiment la personne qui a besoin d'être là, d'être présente. C'est vraiment ça, les énergies masculines. Et les énergies féminines, c'est tout ce qu'on nous apprend à ne pas être en tant que femme. Donc, c'est d'être sensible, c'est les émotions, c'est de la créativité, donc vraiment cette capacité à pouvoir créer de rien. C'est vraiment toute cette sensibilité que nous, on peut avoir en tant que femme. Et encore une fois, un peu dans le cliché de la femme qui reste au foyer, mais qui aime ses émotions, qui est en harmonie avec elle-même. En fait. L'intuition aussi. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, L'intuition. le fait Oui. de se reconnecter à
à son sacral et au C'est ça. ressenti vraiment. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'apprend pas ça aux femmes, mais même quand je vois les parcours médicaux, malheureusement, on partage l'idée que l'intuition de la femme, qu'elle n'est pas capable en fait de ressentir elle-même comment elle se sent. Ouais, l'intuition de la femme, même de pouvoir être en capacité d'écouter son émotion. On peut dire non, une femme n'est pas capable de dire si elle est triste, elle est voilà, ou même les plus subtiles notions d'émotion. Et on va tout de suite aller dans quelque chose de très patriarcal, c'est l'hystérie. Oui, j'y pensais, ouais, exactement. Ouais. C'est, on va dire, ah non, mais regarde là, elle est en colère, elle est pas en colère, elle est hystérique. Mm. Non, on est en colère et on a le droit d'avoir de la colère. Mm. Et c'est tout ça. Et quand tu parles d'intuition, effectivement, c'est de revenir à ces sens premiers, donc tout ce qui est clair-sentient, clair-ressenti, etc. C'est aussi de l'intuition. Et ça, pareil, on nous demande de le taire. Qu'est-ce que tu entends par ça? Combien de fois Hello. Zut, ouais. c'était encore dans une explication en plus pépite. Bon, on va reprendre. Ouais, tu étais en train d'expliquer sur la clairvoyance, c'est ça? Oui, voilà, les ressentis de l'intuition. Donc tout ce qui est clairaudience, clair-ressenti, l'intuition, etc. On nous dit de mettre ça de côté. Combien de femmes sont vraiment conscientes en fait de leur intuition? Et l'intuition, quand je parle d'intuition, c'est ressentir le petit truc qui vient du fond du ventre ou du fond de la poitrine. Et tu dis, je sais que je sais, mais je sais pas pourquoi je sais. C'est ça l'intuition. Et il faut vraiment se poser la question, combien de fois je sais que j'ai l'intuition, mais je choisis de pas l'écouter parce qu'on m'a dit que c'était pas bien de l'écouter, mon intuition. Et combien de fois cette intuition avait raison, en plus. Ouais. Et c'est hyper important en tant que femme d'écouter nos intuitions, de se dire quand je vais voir un médecin, ouais, je suis pas trop d'accord avec le diagnostic. Oui, mais c'est pas parce qu'il est médecin. Et si ton intuition elle te dit qu'il faut aller voir un autre médecin pour une double confirmation, il faut le faire. Et tout dans son quotidien, c'est ça. C'est moi j'ai un exemple qui est très concret. Les personnes de notre entourage. Tu vas au bar ou je ne sais où avec des gens et tu vois, la personne à côté de toi, il y a quelque chose qui va pas, tu sens que tu peux pas l'expliquer. En soi, elle a rien fait. Tu la connais peut-être même pas, mais tu sens qu'il y a un truc qui va pas. C'est de l'intuition, ça. Il faut l'écouter. Il faut surtout l'écouter. Et c'est vrai que c'est impressionnant à quel point nous, les femmes, on a quand même ce ressenti hyper puissant de... Ouais, comme tu dis, on ne peut pas le ressentir, on ne peut pas l'expliquer, c'est ça, mais on sent que c'est un oui ou que c'est un non, quoi. Ouais. C'est impressionnant. Je suis en train de regarder... Ouais, parce qu'on parle d'énergie féminine et masculine. Donc, est-ce que finalement, on ne pourrait pas parler je repense, pour faire le lien avec le SOPK et l'endométriose, dans une énergie bien équilibrée, on retrouve du coup cette balance énergie yin-yang, féminine, masculine qui est bien équilibrée. Et chez les femmes qui sont touchées par le SOPK et l'endométriose, on se retrouve plutôt vers des femmes qui veulent tout gérer, qui se laissent peu d'espace au ralenti, à la douceur, à l'intuition, justement. Il y a effectivement ça, où effectivement dans l'endométriose et dans le SOPK, on est plutôt orienté sur des énergies masculines. Mais il faut pas oublier que ça arrive aussi des fois que ce soit pas toujours le cas, mais que ce soit des mémoires. C'est-à-dire que le corps a une mémoire. Donc, ce qui a pu se passer il y a 5, 10 ans, en fait, le corps va le stocker, contenir un petit peu ses émotions, contenir un petit peu tout le vécu qu'il va avoir. Et au moment où il va relâcher, parce qu'il est enfin dans une zone safe, et justement, on commence à rentrer dans ces énergies féminines, c'est là que ça peut redéclencher aussi d'autres symptômes ou déclencher la maladie. Donc, c'est pas parce on a un SOPK qu'on est forcément dans des énergies masculines. On peut très bien avoir un SOPK et être dans des énergies féminines. Moi, par exemple,
J'ai cette balance qui commence à retendre vers un équilibre parce que il y a 5 ans, j'étais dans des énergies complètement masculines, de contrôle, de besoin de sécurité, d'émotions aussi, parce que les émotions, ça a un fort impact, la colère, de l'angoisse, etc. Euh, et ça a eu un impact au moment où je me suis dit, ok, là c'est bon, je peux enfin passer dans des énergies féminines parce que j'ai plus besoin d'avoir ce côté contrôle et sécurité parce que je l'ai d'une autre forme, en fait. Et c'est là que la bascule peut se faire. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête que oui, généralement, le SOPK, l'endométriose, c'est une dominance des énergies masculines, mais pas forcément dans le présent, ça peut être dans le passé. Ouais, il y a l'impact de l'environnement et des personnes qui nous entourent aussi, qui nous incitent ou qui nous poussent à être dans une certaine énergie. C'est intéressant. Est-ce que tu fais pas mal de liens, du coup, avec les femmes que tu accompagnes, un peu transgénérationnelles? Oui. Oui, le transgénérationnel a un impact qui est fou. Alors, encore plus dans l'endométriose que dans le SOPK. Le SOPK, on va être vraiment sur une pathologie qui est plutôt orientée émotion et justement masculin, féminin. L'endométriose, dans 80% des cas, je dirais, il y a du transgénérationnel. Il faut aller regarder le lien avec la maman, avec la grand-mère, voire l'arrière-grand-mère. Soit c'est des femmes qui ont eu elles-mêmes de l'endométriose, pas diagnostiquée forcément, puisque à cette époque-là, c'était pas dit, hein, les règles douloureuses, c'était normal, etc. Mais il y aurait pu, s'il y avait eu un diagnostic à ces époques-là, avoir un diagnostic d'endométriose. Et sinon, il faut aller regarder aussi le lien émotionnel qu'on a avec notre mère, avec notre grand-mère, ou le lien entre la mère et la grand-mère. Tous ces liens féminins, il faut aller les regarder dans l'endométriose, parce qu'effectivement, c'est très impressionnant en énergétique, même comment on le ressent. Moi, je peux monter avec une cliente sur 6 générations en fait, c'était t'es une femme, tu dois gérer, t'es une femme, tu dois agir comme ci, comme ça, des injonctions et du coup, des pathologies qui se passent de génération en génération. Des liens qui sont pas des liens affectifs, émotionnels, où il n'y a pas d'amour maternel, mais qui se transmet du coup de génération en génération parce qu'on se dit c'est la norme. Et c'est là qu'on va creuser et on voit effectivement qu'il n'y a pas eu d'amour maternel ou que d'une façon ou d'une autre, l'amour maternel a été coupé ou n'a peut-être pas été aussi fluide qu'il aurait dû l'être, etc. On a de l'endométriose ou de l'adénose. Voilà. Ou la Les liens féminité aussi. rejetée aussi, parce que là, on a pas mal parlé d'énergie féminine et masculine et le fait de se reconnecter à son intuition. Mais quand on pousse plus loin, il y a certaines personnes, enfin certaines femmes qui en sont même arrivées à, pour une raison ou pour une autre, à carrément rejeter leur féminité et à éviter à tout prix de vouloir se reconnecter. Je pense aussi aux abus sexuels, malheureusement. Ouais, c'est des femmes qui ont déjà une émotion qui est très forte. Je reprends ton exemple des abus sexuels. C'est des femmes qui se sont recroquevillées sur elles-mêmes. Et donc, on fait leur petite coquille et il n'y a absolument plus rien qui passe. Il n'y a plus il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus d'énergie ni masculine ni féminine. Il n'y a plus d'émotion qui passe. On essaie d'éviter à peu près tout ce qui peut, eh bien, parce qu'on a peur, en fait, tout simplement d'être, que ce soit d'aller bien ou d'aller mal. Et ce qui est totalement compréhensible. Mais il faut, une fois qu'on est en capacité de s'ouvrir, il faut aller remettre de l'énergie, il faut aller remettre Alors, en énergétique, on appellerait ça le fluide, en fait, mais c'est tout ce qui nous nourrit en tant que femme. Et d'ailleurs, ces liens-là de viol, d'abus, de tout ce qu'on peut imaginer,
ont un impact énorme sur les pathologies et aussi l'endométriose. Mm. C'est vraiment, moi je le visualise comme des barbelés autour de l'utérus quand je fais mes soins, par exemple. C'est souvent comme ça que ça me revient, ça me remonte. Sans que les clientes me le disent des fois, hein, mais on ressent des choses et on se dit, ah tiens, ok, on en parlera peut-être une autre fois parce qu'elle n'est pas prête. Donc le barbelé, je le laisse. Je la laisse dans son énergie parce qu'elle elle me l'a pas exprimé. Mais on va aller titiller un petit peu sur le soin suivant. Bon, il n'y aurait pas d'autre chose à les libérer, etc. Mais par contre, quand la parole se libère, alors là, c'est une autoroute, entre guillemets, vers le mieux-être. Ouais, c'est là où c'est le plus puissant. Oui. Et tu parles de peur, mais il y a beaucoup de honte aussi, je pense. Dans moi, en tout cas, les vécus que j'ai eus dans ma propre expérience, c'était pas forcément de la honte, c'était vraiment plus de la peur de ressentir, que ce soit du bien, du mal, beaucoup de colère aussi. Mais la honte n'était pas forcément, en tout cas chez les femmes que j'ai accompagnées, il n'y avait pas spécialement de honte. C'était vraiment ce côté colère, peur qui revenait le plus. Et du coup, le gros travail est de réapprendre à justement à extérioriser cette colère, mettre un doigt sur l'histoire, le passé, savoir comment être OK aussi avec son passé et accepter le fait qu'on peut réécrire un nouveau chemin à partir du moment où on sait comment extérioriser ses émotions et on sait comment avancer avec le bagage qu'on a, quoi. C'est ça. Je suis en train de regarder mes petites questions. Est-ce que, ouais, on parle là de personnes que tu as accompagnées. Est-ce qu'il y a un moment particulier où que tu as envie de partager une personne qui t'a profondément marqué, peut-être avec son histoire, avec sa transformation? C'est une question très difficile parce qu'il y en a tellement. En fait, Ouais. déjà, chaque femme est tellement unique dans son parcours, comme c'est ça. Et j'ai vraiment, j'ai eu plusieurs femmes qui m'ont particulièrement marquée. Il y en a une récemment qui était voilà dans une relation toxique. Mais moi, en tant qu'énergéticienne, je peux pas poser ces mots-là. Je suis ni thérapeute, je suis pas. Et elle vient me voir, elle m'explique sa situation et on commence un accompagnement en coaching. Un très très bel accompagnement, une personne qui était hyper investie, qui voulait vraiment profondément s'en sortir. Et on a fait 5 mois d'accompagnement. Une nouvelle femme. Mais vraiment, quand je dis une nouvelle femme, je la reconnaissais pas dans son émotionnel et c'était absolument fou de voir une évolution comme ça. C'était une nana du coup qui au début était dans de la peur, dans du elle était pas consciente d'elle-même. En fait, elle se mettait, et c'est même plus de côté. C'était que elle avait creusé un trou, elle se mettait dans ce trou-là et puis elle faisait tout pour la personne avec qui elle était. Et un jour, elle vient en séance, elle me dit, écoute Laura, j'ai rompu. Déjà, je me dis, mince, ok, ça vient vraiment de toi. Elle me dit, oui, oui, j'ai pris conscience que il était toxique et j'en avais marre parce que je méritais mieux. Et là, je dis, écoute, on va arrêter là, je peux plus rien pour toi, entre guillemets, parce que là où tu voulais arriver, et ben, tu l'as fait toute seule. Mm. Et elle a eu toutes ces prises de conscience-là qui ont été absolument incroyables. Et ouais, ça a été un très, très bel accompagnement. Et puis, j'ai eu aussi, moi, plein d'expériences aussi un peu spéciales qui m'ont marqué. Au tout début de ma pratique, je reçois une cliente et je fais le soin et j'arrive au niveau de son utérus et je me dis, il y a eu quelque chose, il y a une énergie qui est totalement différente de ce que j'ai vécu. Et là, j'ai un flash d'un embryon, d'un bébé. Bon, on m'avait pas parlé d'enfant ou quoi que ce soit. Et je me tente à lui poser la question en fin de soin. Au débrief, je me dis, bon, est-ce que à tout hasard, tu as eu un enfant,
t'es enceinte, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Bon, elle fond en larmes. Et elle me dit, bah oui, écoute, j'ai été forcée à avorter par mon ex-mari. J'en ai parlé à personne, il n'y a personne qui est au courant. Comment tu peux savoir? J'ai les frissons. C'est Ouais. des pouvoirs comme ça enfin, pouvoirs entre guillemets de l'énergétique et ça m'a profondément touchée, ça m'a profondément marqué cette expérience-là, parce que déjà la violence en fait de son parcours, de son histoire, et puis moi d'avoir eu ce ressenti et justement cette intuition qu'il y avait quelque chose de plus que le corps avait bien voulu me montrer jusque-là. Et comment tu avances, du coup, avec Avec ces parcours-là, ouais. moi en tant qu'énergéticienne, je fais énormément d'exercices de protection, d'ancrage, et qui me permettent en fait de rester bien solide aussi face à ces parcours qui sont difficiles. Et j'ai vraiment ces visualisations de tout ce qui se passe, que ce soit dans mon cabinet, quand je le fais en cabinet, ou à distance, donc chez moi, que ce qui se passe pendant le soin reste dans le soin. Et après, je libère tout. Donc, j'ai vraiment ce travail mental où je sais que c'est pas des parcours qui m'appartiennent. C'est des choses qui sont à ces femmes-là. Elles m'en livrent une partie. Moi, je le prends pour faire le soin, mais après, je le laisse. C'est pas à moi. Et c'est vrai que c'est très compliqué quand tu as des situations comme ça ou des femmes qui te livrent des morceaux de vie et qui sont terribles. Qui sont terribles et on se dit, même des fois en soin, je me dis, comment je vais pouvoir dormir avec ça? Et en fait, on l'a toujours en coin de tête. Ça m'arrive de penser à des clients, des fois, me dire, tiens, j'espère qu'elle va bien, ou tiens, j'espère que son projet a abouti. Mais on pense pas à la difficulté de la situation, parce que sinon, on ne se relève pas, en fait, de ces pratiques-là. Ouais, c'est hyper important en tant que thérapeute ou praticienne, ou enfin à partir du moment où on aide d'autres personnes, c'est hyper important de se protéger aussi finalement, parce qu'on rencontre beaucoup de profils, c'est complexe émotionnellement parlant. Et cette femme-là, du coup, comment tu as avancé les séances, comment tu as avancé avec elle? Alors ça, c'est une femme qui a choisi de faire qu'une séance parce qu'elle avait besoin de ça. Mais voilà, quelques semaines après, j'ai eu son retour d'une femme qui me disait, mais ça m'a soulagée, en fait, ça m'a enlevé un poids que j'avais même pas conscientisé. Et ça, c'est très fort. Moi, je suis pas dans le style de dire oui, il faudra tant de séances impérativement ou quoi que ce soit. C'est vraiment libre à chacun, libre à son ressenti et des fois, il y a besoin que d'une séance pour libérer ce que la personne avait vraiment besoin de libérer. Et là, en l'occurrence, on a libéré un poids qui a vraiment perduré dans le temps et qui a contribué à son mieux-être. Ouais. Souvent, c'est le fait de poser, enfin, rien que le fait de conscientiser de poser de la conscience en fait sur ce qui nous bloquait. Finalement, je sais pas si c'est la partie la plus puissante, mais en tout cas, c'est là où on arrive à avoir une vraie libération. C'est ça. Je suis en train de regarder. Il y a des choses que tu as envie qu'on creuse encore un peu plus. Ah ouais, moi je suis partante, hein. J'adore creuser, j'adore. J'adore. Tu sais, en début de séance, tu parlais de rituels que tu aimes beaucoup mettre en place, Oui. Ne serait-ce que, moi, pareil, la lune et tous les rituels de lune, j'adore. Et le fait de se reconnecter aussi avec son cycle, mine de rien, de savoir, j'ai ovulé en pleine lune, c'est cool, etc. Ce serait quoi un exemple de rituel que tu pourrais partager, que toi, tu adores faire et qui serait facilement possible de mettre en place? Moi, il y a un rituel que j'aime énormément, qui est extrêmement puissant, au point où moi, quand j'ai commencé à le faire, j'avais des envies de vomir après le rituel parce que ça vient de dégager des choses. C'est un rituel qui est tout bête, mais c'est de prendre un bout de papier et de faire une écriture intuitive sur ses émotions. Donc, on lâche tout. Si ça fait 10 pages, ça fait 10 pages. Voilà, on lâche tout. Et on vient de brûler ce petit bout de papier.
avec l'intention que tout ce qui a été noté sur ce papier ne nous appartienne plus et se libère de nos énergies. Il me bouleverse à chaque fois ce rituel parce que ça vient travailler déjà les chakras, ce sur quoi on a évolué, on a écrit, notamment le chakra gorge, qui est tout ce qui est expression de soi, de ses émotions. Celui-là, il vient justement beaucoup travailler. Et puis après, on a tout ce qui est chakra, un qui est un peu moins connu, c'est le chakra pomme, qui est en fait au niveau de l'estomac, c'est la digestion des émotions. Donc, quand on va travailler celui-là, effectivement, ça fait remonter pas mal de choses. Et oui, ce petit rituel comme ça, la libération, il est bon à faire. Alors, évidemment, si on peut pas brûler, on le déchire, mais c'est toujours avec l'intention. Tout rituel qui est fait doit être fait avec une intention particulière. Sinon, ça ne vaut rien. Là, on est encore en début d'année, tu vois. Tout le monde a fait son mood board ou son vision board. C'est sympa, c'est joli, on a collé des jolies petites images. Mais on en fait quoi après au fond du placard? Non. Ça, c'est les vision boards, c'est des vrais outils de puissance, mais comme le soin énergétique, comme tout, c'est pas magique. C'est pas parce qu'on a collé une photo de Bali qu'on va aller à Bali si on prend pas les billets d'avion soi-même. Voilà. Et ça, c'est des discussions que j'ai systématiquement au début d'année, quand j'ai publié mon vision board, on m'a dit oh là là, tu veux voyager, comment tu fais, etc. Mais en fait, je me dépatouille. On se débrouille et on se donne les moyens. Rien ne nous tombe dans le bec, mais par contre, il faut le faire avec intention. C'est pas juste de coller une image de Bali parce que Bali, c'est joli, c'est qu'est-ce qu'on veut y faire, qu'est-ce qu'on veut retrouver, quelle est l'intention de ce voyage à Bali, est-ce que c'est essayer de se retrouver, est-ce que c'est de juste en prendre plein la vue, mais toujours avec une intention. Ouais, se projeter dans le moment qu'on a envie d'atteindre avec les sensations, le comment on va se réveiller aussi si jamais on atteint cet objectif, c'est quoi les sentiments qui vont nous traverser, c'est quoi la situation idéale qu'on va atteindre. C'est hyper important et quand tu regardes, moi par exemple, on est le 10 février et ça y est, du coup, sur mon vision board, j'ai déjà coché 2 choses, en fait. Et parce que les choses ont fait que j'ai eu l'opportunité. Un des trucs tout bêtes, c'est que je voulais voir le volcan, donc à La Réunion, le piton de la Fournaise. Et coup de bol, le 3 janvier, je crois, ou 3 ou 4 janvier, il rentre en éruption. Et là, je me suis dit, oublie pas, tu viens de faire un vision board, donc si tu as l'occasion, voilà. Et là, au moment où je me dis ça, je tombe sur une publication d'une compagnie qui dit, en fait, là, on va ouvrir des places pour faire un vol à tarif préférentiel. Je me suis dit, ok. Ouais. Et 3 jours plus tard, je demande à une collègue qui a son mari qui travaille pareil dans une compagnie d'hélicoptères et je lui demande à tout hasard, il n'y a pas une petite dispo et elle me dit ouais bah si demain et c'est pour nous, c'est gratuit. Et j'ai fait un tour gratuit de l'île en hélicoptère. Incroyable. 3 jours plus tard, je réservais mon séjour à Bangkok et je pars dans 8 jours. Incroyable. J'adore. C'est quand on a vraiment ces envies-là, parce que moi je me disais, voilà, c'est une année qui va être compliquée pour moi parce que mon chéri est très absent cette année. Je me suis dit, en fait, t'as le choix, soit tu te morfons, entre guillemets, soit tu kiffes ta vie. Vas-y, en fait. Mais voilà, encore une fois, dans la pleine conscience, dans de l'intention, donc voilà, se dire, ok, je vais travailler pour avoir ce que je veux. Et être ouvert aussi finalement aux opportunités qui s'offrent à nous. C'est ça. En normal, on n'aurait peut-être même pas pensé à ouvrir le mail, mais le fait d'avoir posé ça sur papier et d'avoir projeté aussi notre mental dans cette situation idéale de c'est ça que j'ai envie d'atteindre, ça s'imprègne dans le cerveau, quoi. On a envie d'atteindre l'objectif. Et puis, encore une fois, on revient toujours à cette intuition. De pas oublier justement de tous ces petits signaux qu'on a en permanence qui te disent va sur Instagram, ouvre ton fil et
paf, tu tombes sur la publication. Bon, on peut croire au hasard. Là, en l'occurrence, ça y était pas. Pareil pour mon voyage à Bangkok, j'étais sur YouTube et comme par hasard, il y a une pub de Air Austral pour Bangkok. Je dis oui, bon bah ok, si vous insistez, je vais y aller. J'adore. Ouais. Et ouais, comme tu dis, le fait c'est bien joli là, les petites images. Moi, j'ai été cette personne de faire mon vision board avec plein de toutes les bonnes intentions du monde, voilà, de mettre les petites images, de chercher ce qui me donnait le plus envie, de coller tout ça sur un truc Canva. Et finalement, bon, autant j'ai pas imprimé la chose, voilà, j'ai fait ça très bien début janvier et en fait, j'ai un peu oublié ça. Et là, j'ai fait le download de ce vision board et maintenant c'est mon fond d'écran. Et je peux te dire que pareil, il y a déjà plusieurs choses qui sont manifestées que j'ai réussi à atteindre. Et le fait d'ouvrir mon écran tous les jours, de le voir, de me rappeler ce que j'ai envie d'atteindre et de faire du journaling et d'écrire une lettre à moi-même pour dans 6 mois et de la relire plusieurs fois dans la semaine. Je peux t'assurer qu'on avance. Ça change tout. Ça, c'est pareil, c'est un exercice qui est génial de faire des lettres à soi-même, que ce soit des lettres de manifestation, de comment tu te vois dans 6 mois, dans 1 an, etc. Mais aussi tout ce qui est lettre de pardon, lettre de tout, en fait, de là où, en fait, c'est nos espaces, on lâche tout. On se moquait beaucoup des petites filles qui faisaient des journaux intimes, etc. Et toutes les femmes devraient avoir un journal dans lequel elles écrivent leurs émotions, dans lequel elles écrivent des lettres de pardon, plein de petites choses, des petits mantras, pour notre bien-être. Et encore une fois, sans avoir besoin d'écrire pendant 3 heures. Juste se dire, aujourd'hui, je suis en colère. C'est une façon de se libérer de ça. Oui, c'est cool qu'on parle de la lettre de pardon parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est vraiment puissant. Moi, c'est un exercice que je donne quand je sens que la personne, elle en a besoin. Et c'est vrai que le premier ressenti, c'est « Ah, je sais pas si ça va m'aider ». Moi, j'ai dit « Vas-y, tu le fais quand même ». Ça va être ton exercice pour la prochaine séance. Et à chaque fois, il y a des retours incroyables. J'ai versé tellement de larmes, j'ai eu beaucoup de déclics. Ça m'a fait un bien fou. C'est puissant. Et là, encore une fois, on est sur le fait d'extérioriser la parole et le mental qui est resté coincé à l'intérieur, quoi. Donc, ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait un dernier rituel que tu aurais envie de partager? Là, on a parlé de l'énergie féminine, on a parlé de l'intuition, peut-être à la reconnexion au corps. C'est vrai qu'on a peut-être moins parlé et qui pourtant est pareil, hyper important pour se reconnecter à son énergie féminine. Alors, c'est pas un rituel à proprement parler où tu vois, t'allumes les bougies, des choses comme ça. Mais c'est tout ce qui est un petit peu autour du bassin. Donc, c'est tout ce qui va être se bouger, se mettre une petite musique un peu latino ou peu importe. Moi, ça marche très bien sur du métal, je le fais tous les jours. Mais de bouger son bassin pour libérer toutes les énergies qui restent coincées dans notre bassin et du coup dans notre utérus. Donc, femme pour ce sujet-là. Et c'est voilà, ce petit rituel de déhancher, de bouger un petit peu pour retourner à son corps. Et comme tu disais, de faire des scans corporels. Les scans corporels pour se rendre compte un petit peu de là où on en est, sans se dire, ok, la tension dans la nuque, on se détend, on prend 3 minutes, on respire. Et puis, voilà, exercice de respiration. La respiration, la cohérence cardiaque, tous ces exercices-là, pour revenir à soi, revenir à son corps, c'est des exercices qui sont très, très puissants et il y a pas besoin d'inventer l'eau chaude, mais juste d'avoir ce petit rituel-là avant d'aller se coucher. Prends 5 minutes, on coupe le téléphone 1 heure avant d'aller se coucher, 5 minutes avant de dormir, on fait 3 minutes de respiration cohérente, de cohérence cardiaque, respiration intuitive, etc. Et là, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup et c'est gratuit, les filles. On oublie que les outils gratuits sont aussi autant puissants. Enfin, et pour les hanches,
Et c'est impressionnant, pareil, j'ai mis tellement de temps à m'y mettre et à essayer d'être régulière par rapport à ça, et ça fait un bien fou. Il y a des exercices, certaines postures, je suis pas prof de yoga et j'ai pas les noms des postures en tête, mais regardez aussi les postures du yoga qui justement travaillent sur l'étirement des hanches, parce que pareil, ça fait un bien fou. Le yin yoga. Le Ouais. yin yoga est absolument incroyable. Moi, j'ai testé pour la première fois il y a 15 jours. Je pensais pas avoir autant de blocage au niveau des hanches, et c'est pas une question de mobilité. C'était vraiment, je sentais il y avait des choses à libérer au niveau des hanches. Donc, vraiment, si vous pouvez tenter une séance de yin yoga, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment génial. Carrément. Du coup, ouais, yin yoga, le fait de bouger un petit peu le bassin avec une bonne musique en arrière-plan, et là, on est bon. C'est ça. Je pense que c'est une belle fin pour terminer cet épisode. Est-ce qu'il y a une dernière chose, je sais pas, que tu as envie de partager pour celles qui nous écoutent? Prenez soin de vous. Écoutez vos émotions et sachez que nos émotions sont notre plus grande force. Donc, allez-y, lâchez-les. C'est pas du tout une faiblesse d'exprimer ses émotions, bien au contraire. Ouais, j'adore. Moi, j'aime bien voir la chose comme une boule de feu. J'aime bien partager la chose comme ça en accompagnement, que c'est une boule de feu qui a besoin d'être extériorisée. Sinon, la boule de feu, elle crame tout à l'intérieur. Exactement, ouais. Merci Laura d'avoir accepté cette invitation. J'ai adoré faire cet épisode. Donc, un grand merci pour cet échange. Merci à toi, avec grand plaisir. Et les filles qui nous écoutent, on se rejoint très vite pour un prochain épisode de podcast. Et on vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très vite. On était arrivé à la fin de l'épisode et je me rends compte que je n'ai même pas demandé à Laura comment se déroule une séance avec elle. Du coup, je vais poser la question et je vous rajoute ses partages juste après. Je vous rajoute également le lien de son compte Instagram en description de l'épisode si vous voulez aller la suivre et si vous êtes intéressé de faire une séance avec elle. Voilà, je vous laisse avec la suite de notre échange. En fait, à distance, c'est exactement la même chose qu'en présentiel. Okay. Donc, on fait soit une vidéo, soit un appel téléphonique selon comment la personne est à l'aise. Et donc, on échange sur les besoins, le pourquoi on voit à ce moment-là, qu'est-ce qui a besoin de libérer, on va creuser un maximum. Et puis après, moi, je fais le soin de mon côté. La personne, il faut juste qu'elle soit allongée. Je demande toujours les coordonnées, donc nom, prénom, date de naissance, photo éventuellement, pour éviter les homonymes, pour être sûr que je travaille sur les bonnes énergies. Et après, moi, du coup, j'ai tout un rituel de connexion aux énergies de la bonne personne, etc. Et après, je fais le soin. J'ai ma table de massage qui est toujours dispo dans une de mes pièces. Et puis, je fais le soin et on se rappelle après le soin. Si la personne veut qu'on reste en vidéo pendant le soin, il n'y a pas de souci. En général, moi, je conseille de mener sa petite vie. J'ai des personnes qui dorment, qui font une petite sieste pendant le soin ou qui se regardent un petit film. C'est leur petit moment, un petit peu de déconnexion à elles aussi. Mais toujours en étant dans l'écoute de ses ressentis, parce que pendant le soin énergétique, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de ressentis qui remontent, des sensations, des émotions, des fois qui d'où elles reviennent, mais elles reviennent. Et puis après, on fait le débrief et toujours la petite feuille de soin qui va avec. Je mettrai les liens dans la description. Oui, bien sûr. Le record, il n'est pas coupé, donc je pourrais réinclure ce que tu viens de partager. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et puis, et voilà, sachant que je propose aussi des ateliers à distance autour des émotions, autour du SOPK ou de l'endométriose. Enfin, voilà, il y a plusieurs thématiques qui vont être abordées. Et à venir, il y aura quelque chose sur lequel je suis en train de travailler à destination des femmes qui, j'espère, va un peu changer sa façon de s'écouter, même dans un quotidien très actif. Ça va être une petite forme d'application qui serait quelque chose d'un peu
un peu inédit, quelque chose qu'on ne trouve pas déjà, enfin, en tout cas que moi j'ai pas trouvé sur le marché. Ok, ok. Pour voilà, allier le cycle féminin aux émotions ressenties et en prenant en compte évidemment chaque femme, chaque pathologie, chaque besoin. Trop Mais bien. bon, voilà. C'est en cours de construction là, je suis dessus depuis une petite semaine et Ce serait pour quand, tu ouais. penses? Ouais, je pense d'ici 2-3 mois, selon la puissance de ton ordi et qu'il veut bien travailler ou pas. Mais ouais, c'est quelque chose qui va sortir quand même courant 2026, ça c'est sûr. Trop bien. Bah, j'ai hâte de découvrir ça. Voilà, on arrive maintenant bel et bien à la fin de l'épisode. C'est une fin un petit peu abrupte. Je suis désolée, mais ça me tenait vraiment à cœur de rajouter du coup la suite de notre échange pour que vous puissiez comprendre comment se déroule une séance en énergétique avec Laura et comment elle accompagne si jamais vous êtes intéressé de faire une séance avec elle. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker l'épisode, le podcast, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire si l'épisode vous a plu. Il y a toujours énormément de travail qui se cache derrière une préparation de podcast comme ça. Et puis rien que le fait de liker et de mettre 5 étoiles et de partager l'épisode autour de vous, c'est tellement important pour pouvoir faire découvrir les épisodes de podcast aux femmes qui en ont besoin. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et prenez soin de vous.